Café Philo d'Ivry-sur-Seine, au restaurant Chez Alain. Animé par Edith Perstonsky-Deléage, professeur de philosophie, et Gunther Goran, juriste philo-philosophe, animateur bénévole. Le sujet: aujourd'hui, laïque ou pas laïque? Point d'interrogation. Jeudi 6 juin 2019. Boileau a écrit ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement, mais néanmoins, il est très important, effectivement, de bien comprendre que le sujet d'aujourd'hui, c'est laïque avec un Q ou pas laïque. Pourquoi? Parce que laïque avec un Q et laïque avec un C viennent du même terme grec, laos, qui désigne la multitude du peuple. Démos, c'est un autre mot grec pour dire le peuple. Démos, c'est le peuple assemblé pour discuter ensemble comment légiférer et comment gouverner, d'où vient démocratie. Donc démos, c'est le peuple comme communauté politique. Laos, c'est le peuple, mais c'est le peuple comme multitude de gens devant le temple, phanom. C'est le peuple profane devant le temple. Par distinction, donc le Laos, c'est la communauté profane, par distinction de la communauté des clérikoi, en grec, des clercs. Les clercs, ce sont ceux qui sont dans le temple et qui sont les intermédiaires entre le Laos, les gens, et les dieux. Donc, le pouvoir clérical, c'est le pouvoir d'organiser des rites et des dogmes, c'est-à-dire des rites du culte des dieux et des dogmas, des opinions sur les dieux. Donc, il y a les laïcs avec un C qui appartiennent à la vie civile, au monde profane, et les clercs qui sont les ecclésiastiques. De ecclésia, qui veut dire l'église. L'assemblée, l'église. Et puis, il y a le mot laïque, avec un Q, qui désigne, je cite, le supplément du Littré en 1871, car ce mot n'apparaît qu'au XIXe siècle. Donc, il y a le mot laïque, avec un Q, qui désigne une personne ou une institution ou une idée favorable, je cite, à une conception politique et sociale impliquant la séparation de la religion et de la société civile. Autrement dit, laïcité, c'est la neutralité confessionnelle. La laïcité, ce n'est ni le religieux croyant, donc ni le clerc, celui qui a le devoir au sein d'une église d'organiser les rites et les dogmes. Donc quand on dit laïque avec un Q ou pas laïque, qui est le sujet d'aujourd'hui, eh bien, on pose la question de savoir pour quelle raison je suis laïque avec un Q. Pour quelle raison? Et je dis bien pour quelle raison. Et ici, je rends hommage, parce qu'il le faut aujourd'hui, à Michel Serres. Et c'est Michel Serres qui m'a enseigné, je l'avais fait venir au lycée Paul Valéry, où j'enseignais, et il m'a enseigné que
il ne faut jamais s'exprimer en termes de pour, pro ou anti. Il posait la question aux élèves, vous êtes antiraciste ou raciste? Alors tout le monde disait, enfin tout le monde, ceux qui parlaient disaient, nous on est antiracistes. Ah bon, il dit, alors vous êtes antiraciste et les autres sont racistes? Ne vous exprimez jamais, disait-il, avec le mot anti ou pro. Dites plutôt ce pourquoi vous êtes. Vous n'êtes pas contre, vous n'êtes pas pour, mais vous avez un projet, vous avez des valeurs. Alors ne dites pas je suis antiraciste, contre les racistes, mais je suis pour une société métissée, une société créolisée, une société du vivre ensemble, par exemple. Alors donc, effectivement, laïque ou pas laïque, laïque ou anti-laïque, non. Quelles sont les raisons pour être laïque, se dire laïque, se comporter comme un laïque et agir comme un laïque? Alors j'en ai 5 ou 6. Première raison, la laïcité, c'est le respect de la liberté de conscience et de l'autonomie du jugement. C'est Kant qui m'a appris ça dans Qu'est-ce que les Lumières au XVIIIe siècle, 1784. Il dit du roi de Prusse, Frédéric II, que c'est un bon gouvernant parce qu'il garantit la liberté de culte dans son royaume. Il n'impose aucune religion. Protestant, il garantit aux catholiques le droit de pratiquer leur culte. Pourquoi? Au nom de la liberté de conscience et du principe « ose penser par toi-même », comme disait Kant, « sapere aude », c'est-à-dire au nom de l'esprit critique, qui n'est pas l'esprit de critique. Kant souligne que c'est ce respect de ce qui fait l'homme en l'homme, la liberté de conscience et l'autonomie du jugement, c'est ce respect qui n'est pas la tolérance et qui fait que le roi de Prusse est un bon gouvernant. Contrairement au roi de France, catholique, qui lui a bien sûr promu l'édit de tolérance envers les protestants, merci, mais avec une intention ou un point de vue paternaliste. Alors, comme dit Voltaire, effectivement, la tolérance, c'est une attitude paternaliste, utile politiquement. Il ajoute, la tolérance est un moyen de gouvernement pour apaiser les conflits. Il dit cela dans l'encyclopédie. La tolérance, c'est pour éviter la guerre de chacun contre chacun, comme disait Hobbes, la guerre civile. Mirabeau, d'ailleurs, reprend cette idée en 1789. « Je ne viens pas prêcher la tolérance. La liberté la plus illimitée de religion est à mes yeux un droit si sacré que le mot de tolérance qui voudrait l'exprimer me paraît en quelque sorte tyrannique lui-même, puisque l'autorité qui tolère pourrait ne pas tolérer. C'est une concession de Sa Majesté. Donc la laïcité, c'est le respect, et non la tolérance, le respect de la liberté de conscience et de l'autonomie du jugement. Alors moi, quand j'entends des gens me dire « faut être tolérant », et quand je l'entends, soit de la part de gouvernants, soit de la part de candidats à la gouvernance en campagne électorale, soit d'ecclésiastiques de religion dominante dans un pays, soit de voisins ou d'amis qui sont inquiets des comportements de haine et de violence
qui sont dits des comportements d'intolérance à l'égard d'autrui, ça m'énerve. Parce que pour moi, il y a en effet de l'intolérable, c'est tous les comportements qui ne respectent pas l'humanité de l'autre. L'humanité, comme dit Kant, l'autre est une liberté de conscience qu'il faut respecter. Et d'ailleurs, sur le plan juridique, cela a été nommé crime contre l'humanité. Le génocide, les viols de masse, la déportation, l'esclavage. C'était en 1945 que cette définition juridique a été donnée des crimes contre l'humanité qu'il ne faut pas tolérer. D'autre part, la haine et le comportement violent qu'il exprime viendrait, dit-on, et d'ailleurs d'après le mot haine, viendrait de la peur. La phobie, c'est à la fois la peur et la haine. Xénophobie, c'est la peur et la haine de l'étranger. Judéophobie, c'est la peur et la haine du juif. Islamophobie, c'est la peur et la haine de l'islam. Pas des musulmans, de l'islam. Alors aujourd'hui, sont nombreux les intellectuels, philosophes, sociologues, historiens, etc., et les idéologues qui disent « Mais pourquoi sommes-nous devenus intolérants ?» Et il y a un texte d'une prof de littérature du XVIIIe, Claude Habib, qui vient d'écrire un ouvrage qui est très intéressant, « Comment peut-on être tolérant ?» et qui suggère que les notions de tolérance et de démocratie sont liées dans l'inconscient collectif. La tolérance, c'est soutenir la multiplicité des points de vue. C'est ce que disait déjà Voltaire et Kant. C'est donc la valeur d'un régime démocratique qui tire sa force du débat et de l'agir. Mais justement, cet acquis démocratique est devenu une norme sociale et alimente, dit-elle, le narcissisme de la bien-pensante. Tolérance tous azimuts, tolérance sans rivage. Voilà ce qui est politiquement correct. Un autre philosophe, Yves Michaud, Yves Michaud, c'est un gars très bien, à mon sens, parce qu'il s'est engagé pour la philosophie. Il n'a pas seulement écrit. Et en effet, il a mis en place en 2000, avec Jean-Jacques Agaillon, qui était ministre de la Culture à l'époque, l'Université de tous les savoirs, au CNAM. C'est-à-dire que tous les jours du mois, tous les soirs, il y avait une conférence gratuite avec des chercheurs internationaux sur la vie, sur la société et sur l'humain. Et il a écrit en 2016, il y a 3 ans, contre la bienveillance. La bienveillance, c'est une disposition favorable à l'égard de quelqu'un. Quand on dit « je vous remercie de votre bienveillance, de votre bonté, de votre indulgence ». Et il analyse le fait qu'aujourd'hui se développe, c'est politiquement correct et c'est idéologiquement courant, se développe le logiciel de la bienveillance. Assume ta fragilité, ouvre-toi à la dimension sensible de ton être, connecte-toi à tous les êtres vulnérables, les animaux, les enfants, les malades, apporte-leur soin et bienveillance pour former avec eux une démocratie sensible et tolérante. Et il souligne que ce logiciel de la bienveillance nous place en porte-à-faux par rapport à tous les problèmes du moment. Par rapport au terrorisme, par rapport au fanatisme, par rapport au populisme et par rapport aux fractures sociales et identitaires. Renvoyant aux philosophes du XVIIIe siècle, je ne vais pas développer là-dessus parce que je serais trop longue,
Mais il souligne que la morale du soin bienveillant n'humanise pas du tout la politique, mais la dissout. Pourquoi? Parce que tous les blessés de la vie deviennent des victimes et des assurés qui se plaignent au guichet de l'État, je cite, au guichet de l'État démocratique pour qu'ils prennent soin d'eux. Et les fanatiques, de quelque religion qu'ils soient, les excitent en ce sens. La deuxième raison pour laquelle je pense que je suis favorable, et plus que favorable à la laïcité, c'est que la laïcité respecte les religions. Laïcité, c'est donc liberté de conscience. Donc la laïcité n'indique pas s'il faut être athée, agnostique ou religieux. Et a fortiori, la laïcité n'est pas pour ou contre telle ou telle religion. La laïcité, c'est la paix entre les religions. La guerre de religion, c'est la guerre, non pas entre les religions, mais entre les fanatismes théologiens. Lacan dit une phrase que je prends au sérieux. Les théologiens sont des athées. Pourquoi? Parce qu'ils prennent Dieu pour un objet ou pour une personne qu'on cultive, qu'on vénère. Ils ne sont pas dans une relation spirituelle avec le divin. Ils sont dans une relation commerciale avec le divin. D'où la compétition entre les théologiens, d'où le fanatisme, d'où la guerre. Et aujourd'hui, je suis impressionnée, maintenant, par les recherches contemporaines d'exégèse et d'herméneutique des textes dits sacrés des trois monothéismes. Pour les autres, je ne connais pas ce qui se fait. Par des philosophes et par des historiens qui valorisent et une religion et la laïcité. Pourquoi faire? Pour guérir de la crise actuelle de spiritualité. Et je trouve ça magnifique. Rémi Brague, spécialiste de philosophie médiévale, arabe et juive, prof à la Sorbonne, qui vient d'écrire un bouquin de la religion 2018. Bertrand Vergely, spécialiste de saint Thomas, saint Anselme, idem, vient d'écrire 2019 Notre vie a un sens. Catherine Chalier, philosophe à Nanterre, convertie au judaïsme, spécialiste de Lévinas, qui vient d'écrire La trace de l'infini en 2018. Frédéric Lenoir, que vous connaissez sans doute parce qu'il vient souvent à la télé, et qui a parrainé à l'UNESCO les ateliers de philosophie avec les enfants, qui avait écrit Socrate, Jésus, Bouddha en 2011, et qui vient d'écrire un petit traité d'histoire des religions. Et avant eux, bien sûr, avec le même engagement théorique pour la laïcité, en même temps que pour une philosophie religieuse, Paul Ricoeur, qui a écrit Soi comme un autre, en 1990, Simone Veil, formidable Simone Veil, prof de philo engagée, qui a été ouvrière chez Renault, qui a rejoint les brigades internationales pendant la guerre d'Espagne, juive convertie au mysticisme, qui a écrit un ouvrage formidable, Note sur la suppression générale des partis politiques. Et elle écrit « L'esprit partisan, c'est l'obligation de prendre parti, de raisonner selon la loi du pour ou contre, qui se substitue à l'exercice de la pensée. L'esprit de parti, c'est l'esprit d'attachement à un parti ou à une église. » Elle était mystique.
Marcel Gauchet, qui est le rédacteur en chef de la revue Le Débat, qui reprend l'analyse du sociologue Max Weber sur le désenchantement du monde et qui montre que ce désenchantement du monde, ce recul des conceptions religieuses, a fait advenir l'individualisme, c'est mon droit, moi je suis, etc., et qui est très éprouvant pour l'individu, qui entraîne, comme disait l'autre, la fatigue de soi, et alors qui entraîne le fait que les individus adhèrent, se collent à une théologie, à un grand récit qui les fanatise. Donc être laïque, c'est s'opposer à l'oppression cléricale religieuse et au fanatisme idéologique. Mais être laïque, ce n'est pas s'opposer aux religions. Alors, religion, au fait, ça a un double sens. Religare, on l'a déjà vu ça 10 fois, ça veut dire relier. La religion relie les humains entre eux et à une puissance transcendante, quelle qu'elle soit. Et puis, c'est aussi reléguer, c'est-à-dire relire, répéter les textes sacrés sans vouloir les interpréter. Les gardiens du temple, ce sont ceux qui ressassent et qui refusent qu'il y ait plusieurs interprétations. Les clercs condamnent les sacrilèges et les fanatiques, se sentent autorisés à tuer les apostats, ceux qui changent de religion, les mécréants, ceux qui n'en ont pas, et les blasphémateurs, ceux qui rient du texte sacré. Et je suis impressionnée par les recherches et les études théologales pour enseigner qu'une religion est une spiritualité et non un fondamentalisme. Delphine Orviller, la rabbin de France, une des 3 rabbins de France, qui a écrit des bouquins formidables que je viens de lire, En tenue d'Ève, sur la notion de pudeur, Réflexion sur l'antisémitisme, pourquoi sa recrudescence, 2019, Comment les rabbins font les enfants, en 2017, c'est-à-dire un livre sur la transmission et l'identité. Et elle a écrit aussi un livre, elle est donc rabbin, avec un islamologue, Rachid Benzine, des 1001 façons d'être juif ou musulman, qui explique, lui, Rachid Benzine, c'est aussi un bouquin formidable, qui explique tout dépend comment on entre dans le texte sacré. L'important, c'est de ne pas être idolâtre. Et puis, il y a toutes les études historiennes tout à fait contemporaines des croyants qui insistent sur la nécessité d'historiciser et d'anthropologiser les textes sacrés, et notamment le Coran. J'en retiens 2. Ella Wardi, musulmane, qui vient d'écrire Les califes maudits. Jacqueline Chabi, chrétienne, qui vient d'écrire Lire le Coran autrement, et qui montre que, donc, il faut historiciser et anthropologiser les textes sacrés. Et puis, il y a aussi les romanciers. Alors, j'en connais pas beaucoup, mais quand même. Kamel Daoud, Leila Slimani, Amin Malouf, et surtout Kamel Daoud, qui dit « La croyance religieuse est là pour nous protéger de la réalité absurde », c'est ce que disait Sartre dans La nausée, de la réalité terrifique et lourde à porter. Mais le religieux radical, fondamentaliste, veut, parce qu'il a lui aussi l'angoisse du vide, il veut que sa croyance soit la vérité. Alors la croyance devient terreur et violence par rapport à la croyance de l'autre. Il ajoute, le pari pascalien islamiste, c'est « je crois et vous devez croire avec moi et comme moi, car si je gagne, nous gagnons tous,
Et si je perds, je ne perdrai pas tout seul. Donc être laïque, ce n'est pas être incroyant. C'est vouloir que chacun puisse aller vers sa croyance. Troisièmement, je suis pour la laïcité contre les communautarismes et les identitarismes. En 2015 a été créé l'Observatoire de la laïcité avec un membre éminent, qui je crois est le directeur, mais j'en suis pas sûre, Abdenour Bidar. Abdenour Bidar qui a écrit une lettre ouverte au monde musulman, qui se termine par « Il y a urgence aujourd'hui, celle d'une discussion sans concession entre l'islam et l'Occident, qui, lui non plus, n'est pas très clair sur ce que nous voulons considérer comme sacré. Considérons-nous comme sacrés les droits de l'homme ou les droits de Dieu? La liberté d'expression ou la soumission à la loi de Dieu? C'est devenu, au niveau mondial, un enjeu crucial. Pour l'heure, entre un Occident désenchanté et un islam profondément divisé contre lui-même, il faut créer sur ce sujet un universel partagé. Donc la laïcité s'oppose au multiculturalisme, qui est, comme dit Georges Bensoussan, qui a écrit « Les territoires perdus de la République », un multiculturalisme qui est multiconflictuel. Il y a un proviseur qui s'appelle Jean Rabet, qui a écrit, après avoir pris sa retraite, parce que tant qu'il était prof, il avait peur. Il avait peur de sa hiérarchie et il avait peur de ce qui se passait dans son établissement. Il a écrit, en tant que proviseur, j'ai été imam de l'école républicaine. C'est difficile. Donc, la laïcité s'oppose au multiculturalisme qui est multiconflictuel, parce que les communautés se côtoient, cohabitent, comme on l'a déjà montré, en se dressant ou se dressent les unes contre les autres. Les communautés ne savent pas vivre ensemble. Donc, il faut enseigner l'histoire des religions. Il faut enseigner l'histoire de l'humanité et ses génocides. Il faut enseigner les sciences et leur histoire pour ne plus entendre que la terre est plate ou que Dieu a créé l'homme puis la femme en lui prenant une côte. Il faut enseigner que les peuples ont des coutumes, des mœurs et des habitudes différentes, que ce ne sont, comme disait Lévi-Strauss, ni des sauvages de la forêt, ni des barbares qui ne parlent pas la langue des dominants. Mais enseigner que les peuples ont des coutumes et des mœurs différentes, c'est aussi enseigner qu'il faut s'interroger sur ces coutumes. Y en a-t-il qui sont contraires à l'humanité? L'excision, l'esclavage, qui a été défini en 1945 comme un crime contre l'humanité. Autrement dit, un enseignement laïque, c'est un enseignement qui incite à réfléchir et à questionner, et qui n'est pas inféodé à une quelconque idéologie, mais qui n'enseigne pas la suppression des religions, pas plus qu'une religion. En 1975, le MRAP, Mouvement contre le racisme, l'antisémitisme et pour la paix, qui est né en 1950. En 1975, le MRAP a changé de nom. Et ça a été validé par l'UNESCO. Pour s'accorder au multiculturalisme réellement existant. Pour s'accorder, disait-il, à la pluralité des cultures, c'est l'UNESCO. Et il s'est appelé non plus
Mouvement contre le racisme, l'antisémitisme et pour la paix. Il s'est appelé Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples. Oui, très bien. Mais du coup, l'antisémitisme est supprimé. Alors disent les gens du MRAP, bah oui, mais l'antisémitisme, c'est un racisme. Ah bon? Et puis du coup, l'anti-islamophobie, c'est quoi? C'est un antiracisme aussi. Alors l'antisémitisme et l'islam, ce sont des racismes. Autrement dit, comme disait bien effectivement Camus, mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Les gens du MRAP, à vouloir être multiculturalistes, eh bien finalement ne savent pas mener les combats qu'il faut pour la laïcité. Pour être pour la laïcité, c'est aussi refuser tous les identitarismes. On a déjà parlé de l'identité. Hein. Alors, que veut dire, je reprends rapidement. Identité vient de idem, qui veut dire le même. Alors, le même par l'origine, même terroir, même sexe. Non, le même par l'origine, même terroir, même campagne, même ville. Je suis gascon, je suis parisien, comme toi. Ah bon? On a la même identité. Le même par ressemblance. Je suis noir, comme toi. Je suis blanc, comme toi. Ah bon? Je suis pauvre, comme toi. Je suis riche, comme toi. Ah bon? On a la même identité. Et le même par la religion. Je suis juif, comme toi. Je suis chrétien, comme toi. Je suis musulman, comme toi. Ah bon? On a la même identité. Le même par le genre. Je suis féminin, comme toi. Je suis masculin, comme toi. Je suis trans, comme toi. Je suis bi, comme toi. Ah bon, ça va. On a la même identité. Identité de victime. Je suis colonisé ou fils de colonisé. Je suis racisé. Je suis violée ou fille de violée. Je suis déporté. Ah non, fils de déporté. Je suis génocidé. Non, fille de génocidé. Ah bon, ça va. Alors on se ressemble. Les génocidés, les violés, les battus, les noirs, les blancs. Autrement dit, l'identité d'origine, de ressemblance, de religion, etc., souligne la ressemblance, mais ne veulent pas le rassemblement. C'est Caroline Fourest qui m'a donné cette idée. Et je trouve que c'est une bonne idée. Les identitaristes se ressemblent au lieu de se rassembler sur un projet commun. Des études de psycho et de sociaux au Canada et aux États-Unis montrent qu'aujourd'hui, les jeunes, la génération Z, comme ils disent, est complètement bousillée. Pourquoi? Alors, il y a les étudiants blancs qui sont stressés avec des problèmes de santé mentale et adeptes de drogue et de violence. Pourquoi? Parce qu'ils ont appris à avoir peur des identités qui ne sont pas celles des leurs. Le monde, ont-ils appris, c'est le monde que vous avez produit de violence, de colonialisme, de grands méchants loups ou mâles que vous êtes, d'hétérosexuels et blancs face aux souffrances des nobles victimes, aux identités opprimées, discriminées. Alors, ils apprennent qu'il faut négocier des accommodements raisonnables avec les règles de vie en société ou à l'université. Mais ils ne le supportent pas. Et puis il y a les autres, les jeunes des quartiers, des cités,
qui s'enferment aussi dans un récit identitaire, mais un récit identitaire opposé. Alors eux, ils réclament l'égalité des droits identitaires. En France, il y a aujourd'hui aussi ce mouvement identitaire. On en a déjà parlé la dernière fois, mais je veux rappeler quelques petites époques. En 1972, il y a eu le mouvement des 343 salopes, avec Simone de Beauvoir, Catherine Deneuve, Marguerite Duras, etc. C'est un mouvement où on disait « Nous sommes toutes des salopes. Nous avons toutes avorté. Et nous voulons toutes le droit à l'avortement pour toutes. » C'était au moment du procès de Bobigny, qui a condamné à une peine de prison Marie-Claire, une petite jeune fille lycéenne, une mineure, qui avait été violée par un garçon de son lycée, qui a avorté, aidée par sa mère. Et puis, il y a eu 4 autres femmes aussi, majeures, qui ont avorté, qui ont été traduites et mises en prison. C'était en 1972. Donc, celles qui ont avorté et celles qui n'ont pas avorté se sont mobilisées en disant « Nous sommes toutes des salopes ». En 1968, nous avons défilé, j'ai défilé, en criant « Nous sommes tous des juifs allemands ». Pourquoi ? Pour exiger l'annulation de l'expulsion de Cohn-Bendit, perturbateur de l'ordre public, et qui a été nommé comme tel, juif allemand. Dans les manifestations contre l'antisémitisme, il y a des manifestants qui portent l'étoile jaune. Il y en a d'autres qui portent le triangle rouge, l'étoile jaune des Juifs, le triangle rouge des déportés, le triangle rose des homosexuels, pour affirmer leur refus d'exclure ou de tuer des hommes et des femmes à cause de leur identité. Frantz Fanon aussi proposait, en écrivant La négritude, que défilent les blancs, les noirs, les métis, les jaunes, les hommes, les femmes, tous ensemble, et qu'ils crient « Nous sommes tous des négros ». Cela est possible dans une société qui se veut laïque. Je dis bien une société qui se veut laïque, et pas seulement un État. Aujourd'hui se développent les revendications identitaires qui affirment une identité personnelle, religieuse, de race, de genre, d'ethnie. C'est tout le contraire d'une société laïque. À Grenoble, en mars dernier, mais je crois que je l'avais dit la dernière fois, il y a eu une manifestation « Touche pas à mon hijab ». Manifestation des femmes du mouvement décolonial identitaire. C'est tout le contraire de « Touche pas à mon pote » de SOS Racisme dans les années 1970. « Touche pas à mon pote », touche pas à mon hijab. De même, les manifestations décolonisant les arts et les sciences, dont on a déjà parlé, qui considèrent qu'on ne peut pas parler de l'oppression ou de la domination quand on n'a pas été soi-même opprimé ou dominé. C'est le refus, comme disait Abdenour Bidar, c'est le refus d'un universel partagé laïque. 4e point. Les lois en France sur la laïcité. Eh bien, la laïcité à la française, ce n'est pas une religion laïciste, comme certains le disent. La loi de 1905 dit exactement « La République assure la liberté de conscience, la République ne reconnaît, ni ne salarie, ni ne subventionne aucun culte. » La loi de 1905, c'est la loi de séparation des églises et de l'État. Cette loi ne comporte pas le mot de laïcité, pas plus que celui de religion. Mais la laïcité, c'est l'originalité française de la République. La laïcité est définie dans le texte de la Constitution. La Constitution est indivisible,
démocratique, laïque, sociale. Et Régis Debray, dans une conférence de juillet 2016 au Collège de France, a dit « L'exception française, c'est justement que la République soit définie dans le texte de la Constitution comme indivisible, démocratique, laïque et sociale. La France est le seul pays d'Europe qui fait figurer la laïcité au sommet de la hiérarchie des normes et où le blasphème ne fait l'objet d'aucune disposition pénale. C'est un pays où le sacré n'est pas synonyme de religieux, au sens où on n'évoque aucun être ou événement surnaturel ou une révélation quelconque. C'est le principe, la laïcité, c'est le principe symphonique capable de refaire un nous. C'est d'ailleurs la question qu'on pourrait poser aux 190 pays qui siègent aux Nations Unies. Comment faites-vous chez vous? La façon française d'y répondre est originale, c'est la laïcité. L'exception française n'est pas la République. Il y a des monarchies et des plutocraties dans le monde et des républiques dans le monde, mais en France, c'est une république laïque. C'est ce qu'il appelle le pari laïque, c'est-à-dire le pari d'une société sans dogme, ni prophète, ni messie, et qui n'est pas condamnée à l'angoisse du vide ou à l'anorexie, dit-il. Parce qu'il incombe au libre arbitre de chacun de faire le plein d'imaginaire, le plein de transcendance. C'est un pari optimiste sur l'aptitude des individus à inventer un contrat social solidaire avec comme transcendance fraternité ou solidarité humaine. Mais la laïcité en France, c'est un pays où il y a interdiction des signes religieux dans les services publics. Services publics, mais non pas espace public. Quand un individu respecte un service public, il est tenu par le principe de neutralité confessionnelle et un devoir de réserve. Il est en fonction. Donc, il n'a pas à porter de signe d'appartenance ou d'adhésion, ni de signe d'identité, ni la faucille et le marteau, ni le foulard palestinien, ni la croix, ni le voile, et pas même, quand j'étais prof, on me disait, pas même un journal sous le bras quand tu entres à l'école. Pour ma part, j'ai toujours pensé d'ailleurs que même hors secteur public et même dans l'espace public, j'avais pas à afficher mon identité. J'étais sartrienne et Sartre m'a appris que l'existence précède l'essence. Et je ne voulais pas être figée avant ma mort. Comme il dit dans Huis clos, quand les gens sont morts, Inès, on lui colle dessus l'ambitieuse. Estelle, on lui colle dessus la coquette. Garcin, on lui colle dessus le lâche. C'est ce que disent les vivants. L'enfer, c'est les autres. C'est ce que disent les vivants sur les tombeaux. Mais Inès, Garcin, Estelle et moi, tant qu'on existe, on peut changer d'identité. Donc le point de vue laïque, en tout cas, distingue l'espace public et les services publics. Parce que la seule limite dans l'espace public, c'est la dissimulation totale de l'individu, ni voile intégral, ni cagoule, qui fait problème par rapport à la sécurité des uns et des autres. Mais les services publics, c'est une fonction de l'État laïque, donc n'ont rien à voir avec l'identité religieuse, simplement, ils doivent être rendus ces services sans négligence et avec obligation de conformité au contrat passé entre l'individu et l'État laïque. Donc les services publics montrent l'engagement de l'État par rapport aux religions, c'est-à-dire
l'État assure la liberté de conscience et ne subventionne pas les cultes. Comme dit Sartre, quand je me marie ou quand je décide de m'engager dans la résistance, je propose à tous que c'est là une valeur, le mariage ou l'engagement dans la résistance. Eh bien, quand je suis fonctionnaire, c'est pareil. Je montre ce qui est ma fonction, à quoi je me suis engagé. Donc, il faut distinguer les fonctionnaires et les usagers des services publics. Pas de signe d'appartenance ou d'identité religieuse de la part des profs, des maîtres, mais pas non plus l'affichage de marques commerciales ou de signes politiques, mais pas pour les usagers, sauf pour les mineurs. Parce que les mineurs dans l'école ont à être éduqués à la laïcité. Alors, il y a aujourd'hui, 2019, une discussion sur les accompagnements des sorties scolaires. Et il y a eu d'abord une première décision du Conseil d'État le 19 décembre qui était donc acceptation que refus plutôt que les mamans et les papas, enfin les papas c'est pas eux qui accompagnent souvent, mais enfin souvent les mamans, ça peut, donc refus que les mamans soient voilées quand elles accompagnent les sorties scolaires. Or les mamans qui accompagnent les sorties scolaires, c'est pas des fonctionnaires, c'est des usagers de l'école. Donc cette décision a été annulée par le Conseil d'État le 23 décembre. Mais alors, les identitaires se sont mobilisés. Comment? Vous ne considérez pas que toutes les mamans sont égales? Et il y a une association qui s'appelle Mamans toutes égales. Et puis le Parti décolonial, et puis les indigènes de la République, et puis le Comité contre l'islamophobie en France. Ils en ont profité de cette interrogation sur les mamans accompagnatrices pour dire qu'il faut abroger non seulement la circulaire Châtel qui défendait aux mamans d'être accompagnatrices, mais abroger la loi de 2004, la loi qui interdit le port du voile dans les écoles. Parce que c'est une loi qu'ils considèrent comme islamophobe, confondant l'islamophobie avec le racisme, etc., etc. Dans les cantines scolaires, idem, mobilisation contradictoire, pour ou contre les menus de substitution, halal, kasher, etc. Alors maintenant, il y a beaucoup d'écoles où finalement, en tout cas ici à Ivry, où finalement ils ont pris en compte cela, et pas être identitariste, mais être pour la laïcité, et donc double menu, avec ou sans viande. Que là, on ne sait pas si la viande elle est halal, kasher, etc. Et ça convient aussi aux végétariens. Dans les piscines, c'est pareil, pour les piscines, refus des piscines non mixtes. Quand on est laïque, il y a des villes où les piscines sont réservées. Voilà, ont des créneaux réservés. Ou refus du port du burkini ou du maillot de bain intégral. Alors de même, mobilisation des identitaires contre les laïcs, pour ou contre, et mobilisation d'ailleurs très violente. À l'hôpital, idem, en février 2016, il y a eu un guide pratique consacré à la laïcité et à la gestion du fait religieux dans les établissements publics de santé. Et en décembre 2017, il y a eu une décision surprenante de la Cour d'appel de Versailles de résilier la convention de stage d'un étudiant en médecine qui portait, je cite,
une barbe imposante qui peut constituer un manquement à ses obligations au regard du respect de la laïcité et du principe de neutralité du service public. Parce qu'elle est perçue comme telle par les membres du personnel, même si le port de cette barbe ne s'accompagne pas d'actes de prosélytisme, etc. Alors bien sûr, cette décision a quand même été annulée en 2018 parce qu'un médecin ne peut refuser de soigner une femme en fonction de ses idées religieuses, mais il peut porter la barbe. Alors, il y a des règles donc de laïcité ainsi dans l'hôpital. À l'Assemblée nationale, en décembre 2017, il y a eu une polémique suscitée par la venue dans l'hémicycle du député France Insoumise, François Ruffin, qui est venu en maillot de foot, pour montrer qu'il défendait une proposition de loi visant à mieux financer le sport amateur. Il a écopé d'une sanction financière importante, enfin, un quart de son indemnité parlementaire pendant 1 mois, c'est-à-dire 400 €. Alors la décision prise a été prise par le bureau de la présidence de l'Assemblée nationale, François de Rugy, en disant « Il est désormais pour préciser que dans l'hémicycle, l'expression est exclusivement orale. Il est donc interdit de brandir des pancartes ou des vêtements imprimés de messages. La cravate n'est plus obligatoire, mais la tenue vestimentaire ne doit pas être le prétexte à la manifestation de l'expression d'une quelconque opinion. Est ainsi prohibé le port de tout signe religieux ostensible, d'un uniforme, d'emblème, etc. » C'est une erreur de droit. Le député n'est pas un fonctionnaire de service public, c'est le représentant d'une nation. Et inversement, de même, la députée LRM de Mayotte, qui s'appelle Ramlati Ali, a été la cible et de l'extrême droite et des identitaires de droite et de gauche pour atteinte à la laïcité. Pourquoi ? Alors sur les réseaux sociaux. Pourquoi ? Parce elle porte tout le temps un châle mahorais. Et dans l'espace public, et à l'Assemblée nationale, parce qu'elle est mahoraise. C'est comme si on m'interdisait à moi de porter un châle polonais. Ça existe ? Bien sûr. Enfin, dernier point. Dernier point. Dernier point. Les lois laïques par rapport à l'école et par rapport au culte. Alors, vous savez que c'est Jules Ferry qui a institué l'école laïque gratuite et obligatoire en 1881. Et quand il a déposé cette proposition de loi au Sénat, alors il a expliqué que l'instituteur doit enseigner une morale. Alors, pas de manière théorique, mais à travers les diverses activités, les conversations, etc., etc. Alors, une morale, mais laquelle ? Eh bien, jamais, messieurs, vous ne pourrez vous opposer à ce qu'il enseigne, mais tout simplement la bonne vieille morale de nos pères, la vôtre, nous n'en avons qu'une. Ah bon ? Laquelle ? Celle de la reconnaissance du mérite, du respect de l'ordre social, de la propriété et de l'amour de la patrie. Alors c'est une morale qui était dite universelle. C'est une morale que certains, dont moi, ont considéré qu'elle était une morale de classe, on va dire. Et à ce moment-là, je et d'autres, nous avons écrit un bouquin, « L'école de Jules Ferry est morte » en 1974. Non pas elle doit mourir, mais elle est morte. Pourquoi ?
parce qu'elle a failli à sa mission de laïcité. Elle a d'abord failli à réaliser l'égalité culturelle, mais ça, bon, c'est un autre problème. Mais nous disions une école laïque, c'est une école sans curé, mais c'est aussi une école sans patron, c'est une école émancipée. La critique de l'école de Jules Ferry était radicale, mais juste sur la question de la laïcité. Un laïc doit contribuer à émanciper les enfants par rapport au culte religieux et par rapport aux idéologies fanatiques, voire totalitaires, comme disait Hannah Arendt, qui confortent les dominations. Eh bien, elle ne l'a pas fait. En 2018, est mis en place, aujourd'hui donc, enfin en 2018, un conseil des sages pour intervenir sur les problèmes de la laïcité. Ah bon? Les instituts, les profs, vont se tourner vers ce conseil des sages. Et puis il y a aussi un conseil des sages au niveau de l'académie pour savoir si les enseignements, si les comportements sont bien laïques. Ah bon? Autrement dit, qui décide de ce que sont les enseignements et de ce que sont les comportements des enseignants et des élèves? Des juges de la laïcité mis en place, comme ça. Le 16 mai 2019, au Sénat, le Sénat a approuvé des lois par rapport à l'école. 1. Instruction obligatoire dès 3 ans. 2. Pas de signe religieux ostentatoire pour les parents accompagnant les élèves en voyage scolaire. Et 3. Suppression des allocations familiales pour la non-assiduité scolaire. Alors, donc, la question est posée de savoir à qui sert cette loi, ces lois par rapport à l'école. Parce qu'il va falloir donner des subventions aux écoles privées et aux écoles confessionnelles qui n'ont pas mis en place l'instruction obligatoire des 3 ans. 2. Pas de signe religieux ostentatoire pour les parents accompagnant les élèves en voyage scolaire. Très bien. Mais refuser alors les mobilisations des identitaires qui veulent abroger, en s'appuyant sur cette mesure, qui veulent abroger la loi de 2004 interdisant les signes religieux à l'école. Et enfin, le troisièmement, suppression de l'allocation familiale pour la non-assiduité scolaire. Bon, ça met en question le problème de l'assiduité familiale des pauvres, comme on dit maintenant, ou ceux qui sont en difficulté d'autorité familiale. Enfin bon, il y a aussi un recul de la laïcité dans les lois relatives aux associations. Parce qu'il faut distinguer les associations culturelles et les associations cultuelles. Or, elles sont souvent pas distinguables ou il y a des gens, on va dire, pour faire en sorte qu'on ne les distingue pas. Et pour mettre en évidence le fait que l'association cultuelle, elle a le droit d'organiser des activités culturelles conformes aux mœurs ou aux traditions culturelles de la religion dont elles font le culte. Alors, bon, conclusion, puisqu'il faut conclure. Alors, il y a aussi la mise en place depuis Sarkozy d'ailleurs, de ce qui doit s'appeler l'islam de France. Et là, il y a toute une série d'arguments qui mettent en évidence, et notamment avec Abdenour Bidar et avec d'autres, Rachid Benzine, etc., des islamologues et des musulmans laïcs, et qui mettent en évidence le fait que l'islam de France, c'est quoi? Qui décide de quel est cet islam? Il faut tout simplement être laïque et considérer que dans les écoles,
bien, on n'enseigne pas les religions, mais on enseigne l'histoire des faits religieux, et que dans les églises et les mosquées et les synagogues, eh bien, on accepte peut-être l'idée que les textes sacrés sont souvent interprétables de différentes façons, pour ne pas fabriquer des idolâtres, comme disait Rachid Benzid. Alors pour conclure, parce qu'il faut conclure, il y a bien sûr le rapport des politiques à la laïcité, mais ça c'est Guy Louis. Pour conclure, eh bien, que faire? Que faire? Je vais dire, on n'en fait jamais assez pour faire respecter la laïcité. Je donne un simple exemple, qui est un témoignage. En 2012, j'étais prof, donc, et j'avais comme élève en classe prépa au lycée Paul Valéry un dénommé David Gritz. Alors il était, bon, il se posait des tas de questions, et donc en philo il était bon. Il était bon partout d'ailleurs. Et il a fait une licence et un mémoire de philo sur Babel et le problème de la multiplicité des langues. Il est allé pour cela travailler à l'université hébraïque de Jérusalem, en Israël. Et il a été tué par un attentat le 31 juillet 2002. Alors, en septembre 2002, à la rentrée, j'ai proposé que la salle où on enseignait, la salle d'Hippocagne, ait son nom, David Gritz. Tous les profs de la classe étaient évidemment d'accord. Mais se sont soulevés des profs qui ont dit comment? Mais si on met la salle David Gritz, il faut mettre en face la salle des élèves palestiniens victimes de la guerre. Alors, il y a eu une mobilisation, etc. Évidemment, la direction et l'inspection ont dit pas de vague, et puis éviter les amalgames. Et donc, j'ai échoué. Donc, que faire? Eh bien, je dis, on n'en fait jamais assez pour faire respecter la laïcité. Parce qu'à l'époque, j'aurais pu et j'aurais dû la faire respecter. Deuxième conclusion, que faire? Eh bien, il faut être optimiste. Comme disait encore Michel Serres, il faut être un optimisme de combat. Quand on voit arriver l'accident, quand on voit arriver la catastrophe, eh bien, il faut se dire qu'on peut l'éviter ou qu'on peut essayer de faire avec d'autres pour l'empêcher et l'éviter. Et puis, dernier point, bon, c'est quoi les valeurs? Parce que finalement, ce combat pour la laïcité, c'est le combat pour une valeur, la liberté de conscience. Et après tout, qui décide que c'est une valeur? Alors, c'est quoi les valeurs? Voilà, ce sera ma conclusion. Bravo.